Donc, Madame Florence Bergeau-Blaclair, vous êtes anthropologue, sociologue et chercheur au CNRS en France, je spécifie. Vous avez publié Le frérisme et ses réseaux, l'enquête chez Odile Jacob en 2023, début 2023. Un livre qui vous a valu le prix de la Revue des Deux Mondes pour la qualité d'un ouvrage fouillé et érudit portant sur le mouvement frériste. Ce livre vous a valu des éloges de certains et des menaces de mort de d'autres, au point où vous avez été placé sous protection policière, je pense qu'il faut le dire. J'ai souhaité vous recevoir en entrevue car j'ai été frappé à la lecture de votre livre à quel point celui-ci est réellement une enquête qui permet de relier entre eux des éléments en apparence disparates, éléments qui inondent notre actualité, autant en France qu'au Québec, depuis quelques années. Donc, par exemple, la question du voile islamique, les prières dans les écoles, etc. Et qui nous permet de comprendre qu'un système est à l'œuvre. Donc, lire ce livre, c'est accéder, selon moi, à la compréhension des actions, stratégies et plans d'un mouvement politique que vous nommez frérisme. Le frérisme est très bien implanté en Europe et en France depuis des décennies, donc vous l'étudiez, vous avez fait enquête là-dessus. Il est aussi actif au Canada, donc on a quelques idées là-dessus, mais depuis plusieurs années, il passe quasiment sous le radar chez nous. À mon avis, cependant, la situation en France est parallèle à la nôtre et nous pouvons apprendre beaucoup en s'intéressant de près à ce qui se passe en France. Donc, Madame Bergeau-Blaclair, pouvez-vous nous résumer cette notion de frérisme que vous exposez dans votre livre? Alors, pour expliquer un petit peu l'origine de cet ouvrage, effectivement, qui est consacré au frérisme, j'ai rencontré les frères musulmans, c'était il y a 30 ans, alors que je faisais une enquête d'anthropologue en observation participante, comme on appelle, pour essayer de comprendre comment un culte relativement nouveau s'insérait dans un espace urbain, dans le tissu associatif, économique, politique. Et donc, très rapidement, je me suis retrouvée proche d'une mosquée, enfin, visiter et suivre les femmes d'une mosquée que j'ai identifiées comme proches des frères musulmans. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que quand j'ai rapporté ces éléments-là à l'université, eh bien, on m'a dit que ce devait être quelques petits groupuscules un peu particuliers, un peu plus intégristes que les autres, qui ne ressemblaient pas à ce qu'on appelait à l'époque l'islam des caves, des immigrés, qui étaient vraiment réduits à la question de la prière et du halal qui commençait à peine à se diffuser. Et moi, j'avais ramené un matériau d'enquête tout à fait différent, de gens qui étaient tout à fait déterminés à convertir les populations françaises. C'était à Bordeaux à l'époque. Donc, il y avait déjà une frilosité, si on peut dire, même une crainte, hein, en fait, d'étudier ces mouvements-là. Et puis, ben, 30 ans après, après être passé par une étude très fouillée sur le marché halal, qui, vous savez, est sorti de la boucherie, hein, qui concerne l'ensemble des produits de consommation jusqu'au voyage halal, sans compter la finance, etc., ou même les médias halal. Après avoir beaucoup travaillé sur cette question-là, je me suis retournée vers la question de la définition de ce qui représentait en fait l'influence des frères musulmans sur deux, voire trois générations issues de l'immigration musulmane. Je n'étais pas satisfaite de la façon dont on avait de nommer ces gens proches, on disait proches des frères musulmans, parce qu'on ne voulait pas dire qu'ils étaient frères musulmans, parce qu'on n'en savait rien, c'est une confrérie parfaitement secrète, mais en même temps envoyer des éléments repris par la deuxième, la troisième génération qui avaient quelques liens avec les frères musulmans tels qu'on les étudie dans les pays du Maghreb ou dans les pays du Moyen-Orient ou ailleurs. Donc, l'idée, c'était de rassembler en fait l'ensemble des connaissances et des analyses que j'avais faites, y compris celles sur la halalisation, sur le phénomène de diffusion du halal, qui est un phénomène tout à fait récent, et essayer de comprendre comment cette idéologie frériste fonctionne, à partir de quelle matrice, à partir de quel grand euh, alors j'appelle ça un système d'action, c'est-à-dire que je me suis appuyée sur la sociologie des organisations plus que sur la théologie. Je suis anthropologue et j'ai travaillé aussi en sociologie, donc je me suis appuyée sur ces outils-là pour essayer de déterminer, de définir en fait ce mouvement qui va très au-delà de la confrérie elle-même.
Et il y a... Pardon, je vais Oui, pas donc vous couper. vous mentionnez, OK, le frérisme est une espèce de nébuleuse dans laquelle il y a les frères musulmans. Pour nos auditeurs, peut-être définir un peu c'est quoi la confrérie des frères musulmans. Alors, je parle plutôt de nébuleuse salafie, mais par contre, quand je parle des frères musulmans, c'est beaucoup plus structuré que ça. Alors, les frères musulmans, c'est une confrérie née donc en 1928, créée par Hassan el-Banna, un Égyptien, qui a une formation un petit peu hybride, à la fois traditionnelle et moderne, et qui veut donc réunir un mouvement visant à, comment dire, à réinstaurer en fait le califat, alors dans le monde musulman et peut-être ailleurs. Mais la priorité à l'époque, c'est le monde musulman qui, 4 ans auparavant, en 1924, a vu donc chuter le califat. Il y avait un califat, le califat ottoman, qui n'était plus très performant, qui ne gouvernait plus vraiment le monde musulman, mais qui était quand même, sur le plan symbolique ou affectif, quelque chose qui était très important pour les pays musulmans. Donc, quand le califat a été aboli par Atatürk, sous pression des Occidentaux, hein, c'est comme ça que c'est interprété, il y a une volonté de revanche et une volonté de revivifier le monde musulman par l'islam et seulement par l'islam, de façon à ce qu'il soit épuré en fait de toutes ces de la de l'influence occidentale des empires coloniaux. Oui. Et donc cette confrérie s'est diffusée, euh, je dirais, d'abord dans le monde musulman, avec quelques difficultés parce qu'on est dans une période, dans les années 20, 30, 40, de modernisation, où ce sont plutôt des régimes autoritaires dits laïques, c'est-à-dire conservant une certaine séparation du politique et du religieux. En fait, pour ces politiques-là, les religieux sont des concurrents et donc ils veulent simplement les écarter. Donc ils appellent ça la laïcité, c'est un grand malentendu. Et ce mouvement-là ne va pas empêcher les réseaux fréristes et les réseaux islamistes qui partent du monde arabe, mais aussi d'autres lieux comme le monde indien, le Pakistan et le sud-est asiatique. Et tous ces mouvements-là, qu'on va appeler islamistes, vont véritablement se déployer et se comment on pourrait dire ça, se montrer au monde à partir de la révolution iranienne, qui va décomplexer en fait ces mouvements qui étaient plutôt discrets. Et c'est à partir des années 1980 qu'on voit ces mouvements islamistes s'intégrer ou avoir une volonté donc d'islamisation en Europe et dans tous les pays occidentaux où ils ont une grande liberté d'expression et de réunion. Donc, quelle est l'importance du frérisme, donc des frères musulmans et du frérisme qui s'y greffe relativement aux autres tendances de l'islam politique, si je puis dire? Est-ce que Alors, c'est un mouvement, c'est la majeure partie en Europe, c'est une composante parmi d'autres? Alors, le frérisme est un produit donc de la confrérie des frères musulmans, un produit hybride, puisque les frères musulmans vont rencontrer la Jamaat islami du Pakistan, et donc ce sont ces deux grandes tendances qui aujourd'hui constituent, selon moi, le frérisme, qui a été théorisé surtout par Youssef El-Qaradawi et par Maududi. Donc, j'essaye de faire simple. Le frérisme fait partie de la grande famille des salafis, c'est-à-dire des courants fondamentalistes qui considèrent que l'islam des temps anciens, du prophète et de ses compagnons, est la référence. La référence, ça ne veut pas dire qu'on veut retourner en arrière, comme par exemple certaines sectes wahhabo-salafistes ou qui veulent effectivement vivre comme au temps du prophète, ou par exemple Daesh. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de le prendre comme modèle éthique, c'est le terme qu'ils utilisent,
il y aurait beaucoup à dire là-dessus, pour guider en fait l'ensemble des factions musulmanes, l'ensemble des courants musulmans vers l'accomplissement du califat. C'est pour ça que je l'appelle, je ne considère pas qu'il est une théologie ou une école de jurisprudence, c'est un système d'action. Son rôle, c'est d'amener tous les musulmans vers la prophétie califale et d'utiliser en fait les spécialités de chacun. Il y a des gens qui sont plus aptes à la négociation, d'autres plus aptes à la guerre, d'utiliser en fait les compétences de chacun pour amener, pour instaurer l'Oumma et le califat, puisque l'objectif c'est quand même de convertir le monde. Donc, si je vous comprends bien, le frérisme, c'est une espèce d'organisation parapluie qui cherche à chapeauter chaque tendance pour la conduire vers un but qui est l'instauration du califat. Alors le frérisme, ce n'est pas une organisation, c'est l'idée d'une organisation qui est donc les frères musulmans, mais aussi d'organisations cousines comme la Jamaat islamique ou comme d'autres. Et le frérisme, c'est l'idéologie, si vous voulez. C'est la différence entre le communisme et le parti communiste. Le communisme a influencé très, très au-delà des militants et des sympathisants. Oui. Parce que c'est une pensée. Voilà. Donc, quand je parle du frérisme, c'est une pensée et elle est élaborée, elle est conduite par plusieurs, plusieurs groupes politico-religieux et elles se font en fait parfaitement bien dans les sociétés occidentales, pluriculturelles, libérales et séculières. Donc, c'est un système d'action intellectuelle, c'est une pensée et un système d'action. C'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'appartenir à la confrérie des frères musulmans. D'ailleurs, en France, c'est peut-être quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers, je ne sais pas, évidemment, on ne le sait pas. Et les estimations des renseignements ne sont pas forcément très fiables parce que justement, il faut avoir une définition bien affûtée de ce mouvement. Or, ce n'est pas aujourd'hui le cas parce que, comme on le sait tout à l'heure, il y a très peu de gens qui travaillent sur ce sujet. Je ne sais plus quelle était votre question, pardon. Donc, les frères musulmans, bon, c'est une organisation secrète qui a Oui, voilà, il y a l'organisation, puis il y a la peu de pensée. membres, mais le Donc, frérisme déborde largement la oui, le confrérie des frères. frérisme, c'est une pensée qui a commencé à se diffuser en fait dans l'esprit des musulmans par le fait que les frères musulmans, qui sont des salafis, mais aussi leurs cousins salafistes, ont commencé à prendre d'assaut les mosquées qui étaient tenues autrefois par des gens qui étaient assez peu cultivés. Donc ils sont arrivés avec un bagage intellectuel et surtout des visées politiques très claires et ont commencé donc à ouvrir des écoles, des centres de formation. Et leur modèle de mosquée, d'ailleurs, c'est pas seulement un lieu de prière, hein, c'est un lieu de vie où on peut faire du sport, où on peut avoir donc des activités culturelles de toutes sortes, d'éducation, d'enseignement pour les femmes, par exemple, comment faire la cuisine, mais aussi comment se former à la nutrition, à des choses plus pointues quand même. Donc, ce sont des centres de vie islamiques, des espaces halal, en fait. Oui. Et ça, c'est vraiment la marque du frérisme. Donc, vous dites que le frérisme est doté d'une vision du monde, d'une identité collective et d'un plan. Donc, VIP, c'est l'acronyme que vous utilisez. Donc, il y a une trilogie ici. Quelle est l'importance de la vision, de l'identité et du plan? Ben, dans la littérature frériste, qui est très touffue, hein, qui est très importante, j'ai dégagé en fait ces trois dimensions qui me semblaient très importantes pour comprendre le frérisme de l'intérieur. La vision, c'est pour les frères, pour le frérisme, en fait, c'est inculquer à chaque petit musulman, ça c'est très important, une vision du monde, du futur et du passé qui est en décrochage complet avec celui qu'on apprend à l'école. C'est-à-dire qu'on leur dit, bon, il y a l'école, il y a ce qu'on vous apprend, etc., chez les mécréants. Bon, maintenant, la vraie histoire, celle qu'on va vous donner, c'est celle qui commence à partir du prophète et qui se finit avec le califat. Et donc, vous avez beaucoup de médias pour enfants qui sont destinés à inculquer en fait cette vision du monde qui a évidemment une importance
très grande parce que ces enfants se retrouvent confrontés, enfin, relativisent très naturellement la vision du monde transmise à l'école. La laïcité est un ennemi de l'islam, il veut désislamiser, etc. Donc on leur apprend un certain nombre de choses qui les fait décrocher véritablement. Il y a l'identité, donc l'identité, on doit être musulman avant tout. On peut être musulman québécois, musulman français et breton, etc. Vous avez une déclinaison comme ça, mais on est d'abord musulman. Donc ça, et donc cette fraternité, hein, c'est l'Oumma. Et puis le plan, c'est la dimension vraiment négligée par la plupart de mes collègues parce qu'elle était considérée comme une dimension complotiste. En réalité, le plan, c'est le plan de Dieu. Et dans toutes les religions, vous avez le plan de Dieu, ce que Dieu a prévu pour les croyants, etc. Donc, c'est pas extraordinaire, ça n'est pas un complot. Mais chez eux, c'est une dimension très, très, très importante puisqu'il faut absolument s'amener soit, bien sûr, vers la société islamique, puisque le califat, c'est pas autre chose qu'une société islamique moderne, hein, c'est pas Raqqa, c'est plutôt Dubaï. Et il faut y amener donc l'ensemble de ses amis et de l'humanité. Donc, vous avez touché à la notion de laïcité, on peut en parler tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que le frérisme est opposé à cette notion de laïcité? Alors, il n'y est pas opposé. Enfin, le frérisme, généralement, fonctionne par appropriation des termes. Il les tord pour en changer la définition interne. Ça, c'est tout à fait Ouais. remarquable. Les frères se disent toujours tout à fait compatibles avec la laïcité. Seulement, ils ont une définition de la laïcité qu'ils vont chercher, en particulier en France, chez des gens qui ont une conception hyper ouverte de la laïcité, ou qui est réduite en fait au libéralisme religieux. C'est-à-dire que, par exemple, la tendance Bobéro en France de la laïcité inclusive voudrait que la laïcité, ça soit simplement la possibilité pour toutes les religions de s'exprimer partout dans l'espace public, certes de respecter l'État, mais de s'exprimer partout. Alors évidemment, les frères choisissent la définition de la laïcité qui les convient et la promeuvent en se disant laïque, mais de ce point de vue-là. En réalité, ils ne sont pas laïcs, ce sont souvent des ruses qu'ils utilisent simplement pour pouvoir continuer à discuter avec le maire, avec le préfet ou avec le ministre. Oui, donc on a ça beaucoup ici, la laïcité soi-disant inclusive ou ouverte, Voilà. qui, à mon sens, n'est pas du tout la laïcité, c'est le sécularisme anglo-saxon. Donc, toutes les religions peuvent s'exprimer librement dans l'espace public, c'est ça la conception, mais ça n'a rien à voir avec la C'est ça. laïcité, je crois. Ce qui est intéressant, c'est que les frères français insistent beaucoup sur la fermeture de la France, qui serait spécialement laïciste, en fait islamophobe et raciste. Alors qu'en réalité, cette conception de la laïcité n'est pas que française, elle est partagée par beaucoup de pays. Les mêmes problèmes se posent dans beaucoup de pays, que ce soit la Belgique, le Royaume-Uni. Or, ce ne sont pas des pays laïques en tant que tels. Donc, ce sont des stratégies, des tactiques, des ruses, hein, d'utiliser les mots comme démocratie, comme laïcité, et de les tordre complètement de l'intérieur et, et de s'imposer comme ça dans l'espace public avec des élus qui sont particulièrement faibles ou simplement clientélistes. Donc, il y a une espèce de stratégie de prendre un concept, de l'évider de l'intérieur, puis de le retourner. Voilà, c'est ça. C'est licite, hein, ça fait partie des stratégies licites pour les frères musulmans. Et ce qui est enfin, ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, parce que là, on parle de très grandes généralités, mais tout ça, en fait, tout ce que je dis là, je le tiens des lectures des penseurs du frérisme Oui. qui ont établi des plans tout à fait ordonnés, cohérents pour islamiser ou halaliser, on peut dire, les différents secteurs de la société. Ça commence par l'université, puis l'éducation des enfants, très important, puis on va s'intéresser aux grands domaines des transports ou même de la culture, et on va donc développer des formes d'entrisme, de noyautage dans ces différents secteurs, selon des méthodes qui étaient déjà pensées par Hassan el-Banna lui-même, et qui ont été adaptées. Alors, elles étaient pensées pour l'Égypte de l'époque et qui ont été adaptées à l'Europe ou aux États-Unis ou en Amérique, au Canada ou au Québec.
Donc, vous avez Donc, dit... quand vous entendez les gens dire oui, mais attendez, euh, si vous dites ça, vous êtes dans le complot, etc. Mais non, je veux dire, tout ça est établi dans la littérature, frère. Il suffit de le lire. Il y a des plans, il y a des programmes, il y a des avancées. C'est pour ça qu'ils sont très efficaces. Et en même temps, ils n'arrêtent pas de faire passer l'idée que si on, on met en évidence ces plans, c'est qu'on est complotiste. D'où les menaces que j'ai reçues. Oui. Vous avez touché tantôt un mot sur la mosquée frériste, qui serait pas seulement un lieu de prière, mais un lieu où se déploie un espace halal qui touche plusieurs secteurs de vie ou tous les secteurs de vie. Mhm. Euh, donc, est-ce que c'est une marque d'une mosquée frériste, Oui, moi, le déploiement sur plusieurs plans? pour moi, c'est ça. La marque de la mosquée frériste, c'est ça. C'est tous les plans, tous les courants, tout. C'est l'intégralisme euh, poussé à son extrême et de façon très matérielle, euh, c'est pragmatique et opportuniste, le frérisme. Dans votre livre, vous parlez du système islam et vous dites que pour Maududi, un des idéologues de la confrérie, n'est-ce pas, l'islam n'est pas une religion au sens occidental du terme. C'est-à-dire qu'il n'est pas restreint à un ensemble de croyances, de rituels et de sentiments. Il est le din, donc je ne sais pas si je le prononce bien, un mot intraduisible qui inclut pouvoir, autorité, justice et mode de vie. Donc le Voilà. système maududien abolit l'idée de culture. J'ai trouvé que c'était une phrase vraiment très forte. Oui. Et dans cette conception, il ne peut y avoir qu'une culture, une seule culture universelle, et elle est islamique. Donc, ma question, reste-t-il de la place pour des démocraties libérales comme la nôtre dans cette conception des choses? Non, bien sûr. Alors, petite rectification, donc Maududi ne fait pas partie de la confrérie des frères musulmans. Lui, c'est le chef de la Jamaat islamique, qui est une cousine pakistanaise. D'ailleurs, il écrit en ourdou et non pas en arabe de la confrérie des frères musulmans. C'est une autre branche. C'est l'autre branche qui alimente le frérisme, ce que j'appelle le frérisme. Est-ce qu'il y a de la place pour les mécréants quels qu'ils soient, chrétiens, juifs ou tous ceux qui ne sont pas des religions du livre? Il n'y en a pas. Il n'y en a que selon le point de vue de l'islam. Donc non, ça n'est pas compatible. C'est pour ça que je ne cesse de dire, c'est un mouvement théocratique, c'est pas un mouvement seulement anti-laïque, c'est un mouvement théocratique qui n'est absolument pas compatible avec une démocratie quelle qu'elle soit. L'objectif, c'est bien d'abattre les démocraties pour que puisse se déployer la théocratie. Oui, donc est-ce qu'on peut dire que le frérisme est un mouvement totalitaire, si on prend le vocabulaire de la science politique? Ou en tout cas, c'est un mouvement totalisant. Le problème de ces comparaisons, c'est que très vite, on les assimile. On dit, voilà, ben, ce sont des totalitaires, donc ils fonctionnent comme les totalitarismes qu'on a connus. Et non, c'est un piège. Là aussi, il faut faire très attention. Oui, il y a des Oui. comparaisons possibles, mais voilà, il faut faire attention à ces comparaisons parce que du coup, on a l'impression qu'ils fonctionnent pareil et que les remèdes au totalitarisme que nous, on a connus vont pouvoir fonctionner pour eux. Pas forcément. OK. Euh, Puis, moi, je me posais une question personnelle dans tout ça. Donc, ils ont un plan qui est d'établir ce qui est le plan de Dieu. Mhm. Donc, vous dites, ils ont le plan, ce qui est le plan de Dieu. Puis, pourtant, le frérisme ne semble pas pris au sérieux du tout. Est-ce que vous pensez que dans des sociétés aussi sécularisées que les nôtres, les gens ont tellement perdu contact avec la religion. Surtout le Québec est encore plus sécularisé que la France. Ils ont tellement perdu contact avec ce qu'est une religion qu'ils n'arrivent plus à simplement comprendre cette façon de penser-là. Moi, j'ai l'impression que c'est la barrière auquel on fait face. C'est qu'on ne comprend pas Non, on ne comprend pas. On a l'aspect religieux. l'impression que le temps s'écoule de façon linéaire vers le progrès. Or, ça n'est pas comme ça. Les théocraties sont peut-être majoritaires d'ailleurs dans le monde. Je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises, mais le modèle théocratique fonctionne. Je pense qu'il y a probablement plus de croyants dans le monde que de non-croyants. Et pour une partie de ces croyants, il faut que ce soit Dieu qui dirige la vie de tous les jours. Euh, Ça, c'est, enfin,
n'est pas obligé d'aller vers là. C'est pas la peine de me citer là-dessus, c'est plus un sentiment que je vous donne. Et c'est parce que vous me posez une question qui fait appel à une impression, parce qu'évidemment, je Oui, peux c'est pas ça. l'objectiver. Oui. Je peux pas dire, ben voilà, c'est parce que les gens sont pas habitués que. Je l'ai dit, je sais dans mon livre quelque part, mais c'est pas quelque chose que je peux affirmer de façon claire et nette. Il est évident, à mon sens, que on a l'impression que c'est un retour en arrière. Que d'ailleurs, c'est toujours comme ça que les médias en parlent. Euh, Si les religieux veulent gouverner le monde, c'est qu'on retourne en arrière. Ben non. C'est ça qui est d'ailleurs fou, c'est que vous avez des gens qui disent ben, la Terre est plate, qui s'appuient sur des versets ou des hadiths ou je ne sais quoi. Mais ça n'empêche pas pour autant les frères en particulier d'être de très bons ingénieurs. C'est-à-dire des gens qui ont été formés dans les universités occidentales, qui ont l'intention de s'emparer de la technologie, euh, parce que pour eux, la technologie, c'est le pouvoir. Et nous, on en est encore à croire que la modernité, c'est la technologie. Euh, Oui. C'est-à-dire qu'on fait un lien entre l'évolution de notre pensée et l'évolution technologique. Mais les deux peuvent être dissociés. Et c'est ce qu'on voit avec eux. Donc, on a des œillères où on pense que justement l'histoire s'écoule linéairement, qu'on va vers le progrès, toujours plus de savoir, d'ouverture, etc. Et Ouais. Alors ça nous peut-être de empêche de savoir. voir ce phénomène. C'est ça. En réalité, la technologie n'est pas liée au savoir et à la pensée apparemment, ou en tout cas, il semblerait que on soit capable en étant, mais on l'a vu avec les États-Unis et puis la- les fondamentalistes protestants sont des gens qui sont en décrochage avec le darwinisme et qui continuent de faire de belles études, d'être performants, d'être écoutés, entendus, d'être dans la modernité, etc. Donc là, il y a quelque chose enfin, Il y a- qui effectivement pose question. oui, Peut-être que peut-être qu'on va finir par se planter, se casser la figure, hein, je ne sais pas, mais on a un point aveugle dans ouais, notre conception du monde où le frérisme avance, on dirait, en se ouais, servant de ça. voilà. Vous avez touché à la notion d'entrisme tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que l'entrisme? Alors l'entrisme, c'est une méthode qui n'a pas été inventée par les frères, hein, qui était utilisée aussi par l'extrême gauche, qui consiste à noyauter ou pénétrer un secteur pour essayer de l'influencer de l'intérieur et lui faire acquérir nos idées. Ou le bloquer s'il veut développer des actions contre ce à quoi on croit. L'entrisme chez les frères, c'est l'entrisme, c'est le noyautage, c'est la subversion. C'est-à-dire que, et ça, on le voit avec Hassan El-Banna, dès le début, explique comment il faut recruter les frères musulmans. Et ce recrutement est très, très progressif jusqu'à ce que on puisse le faire entrer dans la confrérie, qu'il prête serment. Mais avant qu'il prête serment, en fait, on va déjà lui changer son logiciel interne, sa pensée. Et donc, il y a 90% des gens qui ne rentreront jamais dans la confrérie, mais qui vont en diffuser les idées parce qu'ils ont été eux-mêmes, en fait, endoctrinés. Et ça, c'est assez, j'en décris les étapes dans mon livre, c'est assez puissant, c'est assez performant. Donc, il y a une notion de duplicité là-dedans dans l'entrisme, c'est-à-dire qu'on Oui, va postuler à un poste, on va entrer dans une organisation en se présentant sous un autre jour que celui que l'on a vraiment à l'intérieur, puis on va chercher à sauf que parfois, influencer. sauf que parfois, on ne sait pas exactement pour qui on travaille. On sait simplement qu'on doit diffuser le bon islam. La plupart des gens qui ont été approchés par les frères musulmans ne savent pas qu'ils ont été approchés par les frères musulmans. Ils pensent qu'ils ont été approchés par des pieux musulmans, des gens intéressants, gentils, qui leur veulent du bien. Et donc, ils vont en diffuser la parole sans nécessairement adhérer à ce mouvement-là. Il y a aussi le cas où des personnes sont dans une entreprise depuis très longtemps et ces personnes-là vont être approchées par la confrérie qui va
les inciter en fait à agir à l'intérieur, mais de façon très douce et très, très subtile. Et donc la personne ne sait pas qu'elle est en train d'être transformée. Je comprends. Donc, vous avez étudié, vous avez enquêté sur cette question en France et en Europe. Et donc là, je vous tends la perche au Canada et au Québec. Avez-vous étudié l'implantation du frérisme au Canada et au Québec? Non, malheureusement, je n'ai pas eu cette chance-là. Je suis allée 1 ou 2 fois au Québec. Euh, et, mais rien qu'en lisant la presse, on voit des choses tout à fait similaires. Les blocages à l'université sont les mêmes. euh, les, euh, les provocations fréristes sont les mêmes. Vous m'avez envoyé des documents sur les prières dans les écoles, euh, sur aussi cette façon de se défendre contre le complotisme, je ne sais quoi. Chaque fois que quelqu'un dit, mais attendez, il y a quelque chose d'un peu organisé, là, on dirait que voilà, ça se passe à tel endroit, ça se passe à tel autre endroit, c'est organisé. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Hop, vous êtes taxé de complotiste, d'islamophobe et de raciste. Bon, ça marche chez vous, eh ben, ça marche chez nous, et ça marche partout. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, le système d'action est le même partout, ce logiciel-là est Moi, le je le même partout. pense. Je le pense en ayant étudié l'impact. Et là, il y a une thèse de théologie, je crois, ou je ne sais plus, en Suède, qui a été donc soutenue par Sameh Gibson, qui est un Égyptien, et qui explique en fait vraiment le réseau institutionnel frériste, qui le décrit. Alors évidemment, c'est très difficile de dire, ben voilà, ce sont les frères musulmans, parce que jamais ils ne reconnaissent leur appartenance, mais il décrit très précisément le réseau planétaire des frères musulmans. Donc, ces expériences faites en France peuvent être transférées en Belgique, puis au Québec. Les expériences au Québec peuvent être transférées ailleurs. Tiens, regardez, là, ça a réussi, on a fait ça, on a obtenu ça. Ah, ben, vous pouvez essayer. Voilà comment ça se passe. Donc, on va se retrouver avec les mêmes problématiques partout, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes pressions un peu partout, mais ils vont utiliser des leviers différents. Euh, Chez vous, ils vont utiliser la question de l'accommodement raisonnable. S'ils arrivent avec l'accommodement raisonnable en France, ça passera pas. Donc, ils vont utiliser la laïcité ouverte, vous voyez. Donc, chacun gère en fait la confrérie est très décentralisée. Chacun gère à partir de grandes lignes de conduite et de plans. Chacun va gérer son influence au niveau local. Donc, ils ont un plan clair et l'action va porter avec les leviers dont ils disposent localement. Chez nous, la doctrine des accommodements raisonnables permet, par exemple, d'exiger des locaux de prière dans les écoles, comme ils l'ont fait au printemps passé, et ça a tout pris pour ce que le ministre de l'Éducation émette une directive à l'effet que non, les écoles ne doivent pas fournir des locaux de prière, et les écoles en avaient déjà fourni. Donc, le document auquel vous faites référence, je vous ai envoyé l'entrevue de Hassan Guillet à l'émission d'Antoine Robitaille, où celui-ci dit que non, il n'y a pas de complot. Donc, je rappelle les événements. D'abord, c'est qu'en avril dernier, dans une dizaine d'écoles québécoises, à peu près simultanément, il y a eu des exigences d'obtenir des locaux de prière. Les élèves priaient dans les gymnases, etc. Donc, c'était un mouvement manifestement qui avait l'air organisé. Et bon, donc à l'émission d'Antoine Robitaille, Hassan Guillet a dit non, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'organisation. C'est dû simplement à l'augmentation démographique de la population musulmane au Québec, cet événement. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est là une tentative coordonnée de tester l'État québécois. On a voulu essayer de forcer la porte. Donc, Mais d'ailleurs, il ne s'agit pas de test, il s'agit de faire avancer une cause. Ce n'est pas seulement du test. On fait avancer la cause. Est-ce que ça passe? Tant mieux. Si ça passe pas, on recommence différemment. Mais c'est pas cette notion de test, à mon avis, n'est pas satisfaisante. C'est simplement des groupes qui sont organisés, qui sont alors qu'on appelle ça complotistes, c'est pas, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt. Ils sont parfaitement organisés, ils savent ce qu'ils veulent. Ils arrivent à trouver des arguments pour séduire la jeunesse. Notamment, alors il y a pour moi 2 piliers, hein, c'est le halal et la lutte contre l'islamophobie. Le marché halal, donc, qui fait rentrer
le musulman dans l'espace de la pureté. Et on a une génération aujourd'hui en France qui est celle qui porte les abayas dans les collèges et lycées, qui a été dès la petite enfance habituée aux petits pots de bébé halal, aux médias halal, aux nounours halal, etc. Donc ils sont complètement dans l'espace du halal. Et c'est le marché qui a favorisé en fait les Nike, Adidas, Sephora aujourd'hui font des publicités pour voilà contre l'islamophobie pour l'espace du halal. Donc les deux se tiennent. Et la lutte contre l'islamophobie, elle a beaucoup de vertus, euh, selon les frères bien sûr. Non seulement elle fragilise les enfants parce que les enfants se disent, mais alors on nous déteste. Ben, eux ils nous aiment au moins, mais les autres nous détestent. Donc déjà une chose. Euh, Deuxièmement, ça vise aussi à faire que euh, on va proposer des rapports et des rapports payés par l'ONU, par l'Union européenne, par le Conseil de l'Europe pour expliquer que les sociétés sont trop islamophobes, trop racistes, n'aiment pas les musulmans, etc. Donc il faut rééduquer leur regard sur l'islamisme, parce qu'on parle de l'islamisme. La baya, le hijab, et les djilbabs, etc., ce sont des vêtements islamistes. Pourquoi? Parce que l'islamisme veut faire de la femme, veut effacer en fait le féminin de l'espace public, le corps féminin, parce que elle vise la division sexuelle du travail pour l'accomplissement de la société islamique. La société islamique doit donc séparer les femmes des hommes parce que chacun doit avoir son rôle. Donc tout ça, c'est un projet, c'est une visée, et donc ils avancent pas à pas pour y arriver parce que ils ne se concentrent que sur la visée, d'où leur force exceptionnelle. C'est ça que j'appelle le système d'action. C'est que tout est écrit dans le Coran et dans la Sunna, ils n'ont qu'à se concentrer sur la visée, ce qui leur donne une très grande force. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de chicane théologique ou comment dire, ils argumentent pas sur les nuances Il théologiques. y a des lieux, il y a C'est des ça. lieux où ça chicane, hein, mais pas dans l'espace public. Dans l'espace public, on n'utilise pas ça. On utilise l'islamophobie, la lutte contre l'islamophobie, donc regroupez-vous contre le mécréant, et le halal, soyez dans l'espace. Et là, les firmes de vêtements ou les banques ou les médias, etc., jouent un rôle extrêmement nuisible. Enfin, en tout cas pour nous, mais Oui, très, très important on, pour la diffusion des frères ici. on voit se déployer ici aussi le marché halal, mais je pense que l'extension est moindre qu'en France à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qui est en essor. Euh, L'islamophobie, bon, c'est un concept très important. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser de la nomination par le Canada d'une représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie, Mme Amira El-Gawabi, qui a travaillé pour le Conseil national des musulmans canadiens, qui est un organisme qui conteste férocement les lois québécoises sur la laïcité. Mhm. Donc, Pour moi, ça fait partie du dispositif frériste, hein. Donc pour moi, elle est de toute façon dans cet univers frériste. Euh, il faudrait voir comment elle a été nommée, qui a appuyé, le rôle aussi que jouent les partis de gauche, malheureusement, qui systématiquement rentrent dans ce jeu de la discrimination, de l'islamophobie, du racisme, etc., qui sont vraiment les idiots utiles, malheureusement, de ces islamistes. Oui, pour moi, ça fait partie du dispositif frériste qui réussit. oui, donc moi, une chose que j'ai notée personnellement, c'est que le retournement de la position des syndicats sur la laïcité ici au Québec, c'est-à-dire que le Parti québécois a présenté une charte des valeurs, donc une charte de la laïcité en 2013, donc quelque chose qui c'est un projet qui n'a pas abouti. Puis à l'époque, les syndicats, les grands syndicats étaient favorables à cette charte des valeurs. Alors que quand la coalition Avenir Québec, le parti qui est actuellement au pouvoir, a pris le pouvoir en 2019 et a présenté une version édulcorée de cette charte de valeurs en 2019, les grands syndicats s'y sont opposés. Donc, j'ai trouvé ça remarquable qu'en si peu de temps, il y a eu un retournement de la position des syndicats. Puis ce qui est aussi très remarquable, c'est que les syndicats n'ont pas consulté leurs membres pour ce revirement de position. Ça a été fait du haut
sans... c'est pas une position démocratiquement portée par les membres. Donc, ça a été... Moi, ça m'a vraiment... En tout cas, Gilles Kepel parlait déjà du noyautage dans son tout premier livre, qui est le premier livre qui met en évidence la présence de l'islamisme dans les pays occidentaux, donc les banlieues de l'islam. Il met déjà en évidence le noyautage des partis, des syndicats par les islamistes. C'est la première chose qu'ils vont faire, et une des premières choses avec les universités. Oui, donc on peut penser qu'il y a un travail d'entrisme qui a été... Ben, là, je ne veux pas mettre des mots très, dans votre bouche. Je ancien, sais que vous n'avez pas enquêté sur le Québec, mais on peut penser qu'il y a probablement un travail d'entrisme qui a été fait dans les grands syndicats au Québec. Il faut vous poser la question comme chez nous ici, c'est-à-dire que si personne ne l'a démontré, il faut se retourner vers l'université. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce sujet? Et s'il n'y en a pas, alors pourquoi? Oui, ben, à ma connaissance, il n'y en a pas. On risque pas de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas, c'est ça que je veux dire. Oui. À ma connaissance, il n'y en a pas. Pourquoi n'y en a-t-il pas? Bon, ça, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Mais ça serait, oui, moi, je pense qu'une enquête s'impose chez nous, tout à fait. En tout cas, il y a des freins. Partout ailleurs, avec tous mes collègues en Europe, on remarque qu'il y a des freins pour ces études-là, puisque vous êtes immédiatement accusé d'islamophobie et de racisme et que vous pouvez être menacé de mort. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour ces recherches-là. C'est pas d'ailleurs, enfin c'est la déchéance sociale, c'est pas juste la mort, c'est aussi la mort sociale avant la mort physique. Donc oui, ça fait réfléchir. On n'a pas trop envie d'aller de ce côté-là. Et puis c'est vrai que, comme je dis souvent, malheureusement, l'université n'est pas connue pour son grand courage. Oui, donc moi, au Québec, je pense qu'il ne serait pas possible pour un professeur d'obtenir des subventions fédérales. Ottawa contrôle l'essentiel des subventions de recherche dans les universités québécoises. Donc, je pense que ça serait impossible pour un professeur d'obtenir une subvention pour étudier le frérisme ou pour étudier la notion d'islamophobie, comment elle se déploie, etc. Donc, c'est quelque chose... Vous vous rendez compte? Eh ben, voilà, je veux dire, après, on cherche des solutions, etc. Mais je veux dire, les solutions, elles sont là. C'est qui empêche que on puisse travailler sur un sujet très important. Moi, je n'ai pas eu de financement de recherche publique non plus. J'ai eu la chance de rentrer au CNRS il y a une dizaine d'années maintenant, donc, mais jamais le CNRS ne m'a donné de l'argent pour la recherche que je mène. Donc, je veux dire, il faut se poser les questions. Les bonnes questions, c'est ça. C'est certes, l'islamisme a un projet, un plan, et ils sont très bien organisés, ils avancent. Mais pourquoi est-ce qu'on recule comme ça? Ben, on parlait de la notion de point aveugle là, dans nos sociétés. C'est peut-être ça, on ne les prend pas au sérieux. On a une incapacité de prendre le plan au sérieux, ce qui fait qu'ils ont une liberté d'action très grande. On ne les prend pas au sérieux, absolument. On les voit plus. C'est surtout la confrérie qui est très sélecte. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme VIP, Vision, Identité, Plan, VIP. Ce sont des gens très aguerris, très intelligents. Vraiment. Donc, les prendre pour des idiots, c'est vraiment pas une bonne idée. Oui, c'est ça. Donc, on sous-estime l'adversaire. Ah oui. Puis, dans votre livre, vous avez, bon, la notion du voile islamique est omniprésente. Chez nous, on en parle depuis des années et des années. Ça ne cessera pas. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre, c'est que vous abordez la question du hijab en tant que norme. Donc, en tant que norme islamique. Oui. Donc, le hijab est avant tout une norme islamique qui consacre la séparation des sexes et la division sexuelle des responsabilités, ce qui est formellement incompatible avec le fondement égalitaire des sociétés démocratiques. Donc, cette notion de norme, pouvez-vous la développer un peu ici en quelques mots? Oui, vous l'avez bien résumé. Dans le débat public, malheureusement, le voile est considéré comme un signe. C'est la sémiotique, en fait, qui gouverne en fait même les décisions politiques, les lois qu'on met en place. C'est vraiment ne pas bien comprendre, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est fait avoir, si on peut dire, sur la question de l'abaya, en disant bah oui, bah alors l'abaya, ça doit être une robe, etc., parce que puis ça couvre pas les cheveux, donc bah, qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est que depuis 30 ans qu'on est confronté à cette question, on n'a toujours pas compris
que ce n'est pas ni de la provocation, ni une volonté d'influencer, etc. C'est la société islamique qui se met déjà en marche. C'est ça, c'est déjà inculqué chez les enfants l'être islamique dans une société que l'on va rendre charia compatible. Donc, c'est une norme qui se met en place, là, qui touche C'est ça. le vêtement, mais qui touche plein d'autres aspects Ce de n'est la pas un vie. signe pour dire ah, je suis musulman. Non, c'est déjà un geste normatif qui doit influencer non seulement soi, mais les autres. Et c'est déjà être dans l'espace du halal, dans cet espace que nous permet, que la démocratie nous laisse. Donc, ils avancent comme ça. Et ce n'est pas juste de la démonstration ou, je ne sais pas, on entend tout un tas de choses qui ne sont pas à la hauteur, à mon avis, des enjeux. OK. Donc, chez nous, on a la loi sur la laïcité de l'État qui a été votée en 2019, qui est une loi québécoise, c'est-à-dire très, très partielle, parce que le Québec est une province du Canada et ne contrôle pas la totalité des choses. Donc, cette loi interdit le port de signes religieux au personnel de l'État en position d'autorité, ainsi qu'aux professeurs du primaire et du secondaire. Elle est limitée à ça. Donc, pensez-vous qu'une telle loi peut faire échec au déploiement du plan frériste? Non, ça ne fera pas échec au déploiement, ça le retarde, ça le rend un peu plus difficile, c'est sûr. Mais il faut des mesures beaucoup plus fortes, à mon avis. Et déjà, commencer par l'interdiction stricte du hijab pour les enfants. Parce que c'est là que ça se passe, c'est-à-dire que plus la fillette, parce que maintenant on voit des fillettes voilées à 3-4 ans, Oui. Plus l'enfant est jeune et plus il ne pourra pas retirer le hijab parce que c'est comme une seconde peau, c'est lui arracher quelque chose à un moment donné. Donc il faut interdire